Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 2 juin 2025. Nous sommes de retour suite à un petit pépin technique vendredi. Nous n'avons pas réussi à vous présenter notre bulletin de nouvelles. Ce n'est que partie remise, on vous reparle des choses qui se sont passées au courant de la fin de semaine. Entre autres, bien justement, jeudi dernier, c'était un lancement de film réussi, donc un documentaire sur les télés autonomes, donc CTRB a participé, les télés qui étaient associées à Cogeco, donc CTRB fait partie de cette belle cohorte. Ce fut une soirée pleine d'émotions. Les télécommunautaires proches de notre monde, une œuvre fascinante qui plonge au cœur de l'univers des télécommunautaires autonomes du Québec, partout au Québec. Les télécommunautaires, portés par de petites équipes, font vivre l'information et la culture régionale malgré bien des défis. Les créateurs dynamisent leur milieu et produisent un contenu audiovisuel original qui représente leur vaste territoire et les gens qui l'habitent. Ce film est d'une durée de 53 minutes et a été produit par Suzy Bertrand de CJRS TV à Portneuf et réalisé par Christian Mathieu Fournier, met en lumière le rôle indispensable de ces télévisions dans les diffusions des voix locales et de la promotion de la diversité culturelle du Québec. Ce documentaire n'aurait pas vu voir le jour sans la participation financière de Cogeco, un câble distributeur très impliqué auprès des télécommunautaires autonomes sur son territoire. Nous avons présenté une petite courte entrevue, une petite courte vidéo de l'événement et la bande-annonce. Et par la suite, dans les prochaines semaines, on aura l'honneur de vous présenter ce documentaire sur nos ondes. Écoutons justement une courte vidéo de l'événement et la bande-annonce. Bon, ben, on est accompagné de Suzy et Chantal et Daniel, 3 DG de 3 communautaires autonomes. On vient d'assister à un film merveilleux. J'ai eu des larmes, j'assume. Moi aussi. J'ai eu des larmes, je me suis vue, on s'est trouvé ça. Comment tu t'es sentie aujourd'hui, justement, à regarder ça, le produit? Tu l'avais vu, mais le vivre. Bien, c'est certain que je l'ai vu en pré-production, tout ça, mais de le voir sur grand écran, ça fesse. Ça fesse, puis c'est une grande fierté. Oui, on est très fiers du travail de tout le monde, puis de toutes les télévisions qui ont participé, là, on se sent plus tout seul, parce que tout le monde vit les mêmes choses à des degrés différents, puis c'est ça, on n'est pas tout seul, puis on est tout le monde ensemble, il faut qu'on se soutienne, puis qu'on va de l'avant, puis on va survivre ensemble. Tu sais, moi, qu'est-ce que j'ai adoré, en tout cas, tu me diras. Justement, il y a le cinéaste ici. Allez, viens dans la photo de groupe. Notre Spielberg national. Elle vient au centre, là. Ah oui. Il est beau. Moi, je trouve que la trame narrative, c'était une belle histoire qui était présentée. Je trouve que c'était, je ne sais pas ce que tu en penses, Chantal, c'est une belle histoire. Puis comme tu viens de dire, on se rejoignait tous. Plusieurs disent, c'est lorsqu'on se voit à l'écran que l'on constate que l'on existe. Et c'est ça, la télévision régionale. C'est si on ne se voit pas à l'écran puis qu'on ne se voit jamais, on a l'impression qu'on n'existe pas. On est dans les médias les plus près de notre communauté. On est le seul média où on peut voir ta mère, ta soeur, ta petite voisine, la fille qui a gardé tes enfants. Quand j'étais petite, là, je voyais les jeunes dans TV. Je suis comme, hey, je les connais, les autres. Hey, je connais cet endroit-là. Hey, ils ont donc bien l'air d'avoir du fun à faire ça. Je veux faire ça, moi aussi. Qu'est-ce qui fait la différence entre une télévision communautaire et une télévision? Peu importe, c'est pas nécessairement la propriété qui fait la différence, c'est la vocation. L'image qu'on avait de la télé communautaire est plus là, là. On est en train de transformer ça. C'est positif. Très positif. Que chaque région ait son miroir de société, là. Je peux juste rajouter qu'on était présent, moi, avec un belle humeur. Il y avait Kevin ici, qui est à la programmation, montage, ainsi qu'Alexandre. Et chacun, on est sorti de ce documentaire-là, on pourrait dire impressionné et vraiment content du résultat. Donc, ça sera quelque chose qu'on vous présentera au courant de la saison estivale. Donc, on tombe en juin et le mois de juin est le mois des lunettes. Ne jetez pas vos lunettes usagées. Elles redonnent vision et espoir à des milliers de gens de différents pays.
Donc, il y a des collectes qui sont faites dans les églises, presbytères, bibliothèques et ici à CTRB, au comptoir de la boîte à start-up, au Cabas, sur la rue Champlain. Donc, c'est une campagne menée par Margot et Jean-Paul Campagna, excusez-moi, et on vous présente la vidéo qui explique qu'est-ce que c'est Lunettes sans frontières, optométristes sans frontières, qui parle de cet événement. Allons-y. Ici Jessa Archambault, j'ai retrouvé une vieille paire de lunettes que j'ai décidé d'apporter à l'organisme Optométristes sans frontières qui les distribue dans des pays défavorisés. Bonjour André, je vous ai amené mes lunettes pour, on espère, les envoyer en mission. Vos lunettes, là, vous en prenez soin parce qu'elles sont réellement claires, sont pas brisées, il y a absolument... On n'a aucune raison de refuser ce genre de lunettes-là. Je suis André Gaillon, je suis un bénévole pour Optométristes sans frontières. Je m'appelle Sophie Daris et je suis chargée de projet pour le programme Optométristes sans frontières. C'est un projet qui vient en aide aux gens qui sont dans les pays du Sud, qui n'ont pas nécessairement les moyens de se procurer des lunettes ajustées à leur vue. On a des missions en Afrique, que ce soit en Tanzanie ou au Mali. En Amérique latine, on a Honduras, on a l'Équateur, on a aussi Haïti, juste du côté des Caraïbes. Puis on a aussi les Philippines en Asie. Les lunettes viennent d'un peu partout. Ça peut soit être des particuliers qui nous donnent les lunettes directement ou des organisations. Il y a des cliniques aussi qui ramassent les lunettes et puis qui nous les envoient à nos bureaux. Bien, les bénévoles, c'est vraiment le début de la chaîne. Quand on reçoit les lunettes, toutes les lunettes vont passer à travers leurs mains. C'est eux qui vont faire en sorte que la mission soit efficace. Parce que les lunettes sont déjà classées, sont déjà analysées, tout sont propres. Nicole, vous êtes la deuxième étape pour ma lunette. Oui. Mon nom est Nicole Gontier et je suis bénévole pour Optométristes sans frontières. On fait tremper les lunettes, on les lave comme il faut avec une brosse à dents. L'émission, c'est sûr que ça ressemble à rien à un examen que les gens peuvent connaître ici. C'est pas dans une clinique, on le fait soit dans un hôpital, des fois c'est dans une école. Après ça, c'est l'examen proprement dit, avec des appareils portatifs. Il n'y a pas de gros équipements là, comme on a au Québec. Puis la personne, après ça, reçoit un étui et une lingette, en plus de sa lunette. Puis repart, là, c'est pas plus compliqué que ça, les missions. Roger, mes lunettes sont propres, mais je me rappelle plus ma prescription. Oui. Il y a moyen de trouver c'est quoi la prescription? Certainement. Nous avons les appareils pour le faire. Je suis Lyon Roger Deschenaux, je fais partie du club Lyon-Boucherville. Je présente la lentille sur... Ici, vous voyez qu'il y a un appareil. Je pèse ici un petit bouton et je fais ce qu'on appelle un print qui va me sortir tout ce que tu viens de me demander pour cette lunette-là. L'œil droit, l'œil gauche, moins 75. Des fois, c'est des gens qui n'ont jamais vu, qui ont jamais bien vu ou qui ont perdu la vue par vieillesse ou maladie ou quoi que ce soit. Donc, c'est sûr que eux, ça leur redonne une grande partie d'indépendance, que ce soit des fois des étudiants même qui ne sont pas capables de poursuivre leur étude, des personnes âgées qui n'ont plus besoin de demander de l'aide pour sortir de leur maison, quelqu'un qui va pouvoir manipuler des outils, puis de voir, c'est ça, leur sourire, leur étonnement. Des fois, ils ne se rendent même pas compte qu'ils ont des problèmes visuels. Ça leur permet vraiment d'acquérir une plus grande indépendance. Je pense que c'est ça la clé. Mes lunettes se trouvent maintenant parmi des milliers qui partiront en mission en Équateur. Pour plus d'informations, terresansfrontières.ca. Donc, c'était vraiment très intéressant. Allons à la première pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette,
le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Donc, on retourne un petit peu en arrière. Pour le 1er juin, le CABA souhaite bon anniversaire à Jacques Ricard, la FADOC de l'île du Pas à Roger Saint-Jean, Nicole Barrette Pufal, René Massé, Marielle Forgette, Micheline Nato et Sylvie Charret. Au 2 juin, maintenant, la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bon anniversaire à Serge Plamondon. La Chapelle des Cuthberts lance depuis hier sa nouvelle saison estivale de sa saison 2025. Elle débute ses activités avec des expositions intérieures et extérieures. Aujourd'hui, écoutons l'entrevue avec Clémence Richer qui nous parle de son exposition dans la chapelle. Bonjour et bienvenue à Un été à la Chapelle des Cuthberts. Aujourd'hui, c'est Clémence Richer qui nous reçoit. Bonjour Clémence, Bonjour. Ça va bien? Super Oui. bien, vous? Alors Clémence est une artiste de la région qui va exposer à la Chapelle des Cuthberts au cours du mois de juin. Et Exactement. on est très heureux de l'accueillir à la Chapelle des Cuthberts. Alors, est-ce qu'on s'avance vers l'atelier? Absolument, suivez-moi. En fin de compte, je suis une artiste de la relève. Je viens tout juste d'avoir mon baccalauréat en arts visuels et médiatiques à l'Université du Québec à Montréal. Et je complète actuellement un certificat en muséologie. Dans le fond, moi, je vais m'intéresser aux objets. Toutes sortes d'objets, des collections d'objets, compiler des objets ensemble, mais surtout des objets qui sont liés à une forme de mémoire. Des objets dans lesquels on projette des souvenirs qui commémorent des gens qu'on aime, des étapes de notre vie. Je vais aussi m'intéresser à des objets plus anciens, archéologiques, des objets qui ont été délaissés, des poubelles historiques finalement, qu'on va redécouvrir ces objets-là et là, ils vont prendre une valeur, une patine par le temps. Donc, Clémence, je comprends que ton exposition, qui est très originale, ça va consister en une manipulation d'objets. Donc, le visiteur va être appelé à manipuler les objets dans ce qu'on va appeler l'incubateur d'objets. Exactement. Finalement, habituellement, traditionnellement, dans une exposition, on ne peut pas toucher à rien pour protéger les objets. Mais dans ce cas-ci, pour créer une relation aux objets, un lien affectif, un réveil un peu de la mémoire, les gens vont être invités à toucher des objets tout en écoutant des témoignages audio liés à ces objets-là. Finalement, ça va leur donner une vie. Donc, il y a toutes sortes de souvenirs liés à ces objets-là qui commémorent un être cher, des doudous de bébé qui sont rendus des petits chicots de tissu, toutes sortes de choses. Et après ça, les visiteurs vont être invités à participer à la collection en laissant un témoignage manuscrit. Donc, je vais vraiment compiler toutes sortes de témoignages dans la collection de ce micro-musée qui est l'incubateur d'objets. Parfait. Avant d'aller voir physiquement de quoi ça pourrait avoir l'air, j'aimerais ça en connaître un peu plus sur Clémence Richer. J'ai cru comprendre que tu étais bien enracinée ici dans la région. On est, je pense, chez ta grand-mère, c'est ça? Oui, exactement. Et puis, tu as ton atelier un peu partout dans la région. Explique-nous donc ça. Oui, exactement. Je suis encore seulement une artiste de la relève. Donc, puisque c'est très dispendieux de se payer à Montréal, où je réside pour mes études, un atelier, qu'est-ce que je fais? C'est que je reviens dans la région qui m'a vu grandir, dans mes 8 ateliers. Chez mon oncle, c'est l'atelier de menuiserie.
chez ma grand-mère, l'atelier de couture, chez ma mère, mon entrepôt. Donc, toutes sortes de lieux dans la région de la Nodière, dans les îles, à Berthierville, à Notre-Dame-des-Prairies, à Joliette, qui composent finalement tous mes lieux de création issus du territoire lanaudois, finalement. Donc, non seulement Clémence est très enracinée dans la région, mais son œuvre est aussi enracinée puisqu'elle est éparpillée un peu partout dans la région. Éparpillée étant dit non dans un sens péjoratif, n'est-ce pas? Puis les objets qui sont dans l'incubateur, la majorité proviennent de gens la région lanaudoise. Donc vraiment, encore là, des témoignages de la région. Encore là, je vais présenter des objets archéologiques qui ont été trouvés dans une vieille poubelle, un ravin derrière une maison ancestrale à Saint-Gabriel de Brandon. Donc encore là, des objets qui parlent de la vie d'autrefois, de la région lanaudoise, qui vont être mélangés avec des objets de ma création en céramique, qui vont essayer de copier des tessons en céramique, des objets archéologiques brisés. Donc, je vous invite vraiment à venir explorer ça à la chapelle des Cuthbert. Avant de l'explorer à la chapelle des Cuthbert, allons donc l'explorer directement dans l'atelier de Clémence. Donc, on te suit, Clémence. Donc, nous voici dans l'atelier de Clémence, dans le hangar de sa grand-mère, ce que j'ai compris, c'est ça. Donc, Clémence, tu vas nous expliquer un peu, tu nous as parlé un peu de ton projet, mais là, on va le voir concrètement. Qu'est-ce que les visiteurs doivent s'attendre en allant voir l'exposition de Clémence Richer? Exactement. Donc, ça va vraiment être une exposition qui va tenter d'épouser le patrimoine de la chapelle, vraiment, par une mise en espace qui va essayer de compléter l'architecture de la chapelle. On va avoir des œuvres vraiment liées à cette idée de patrimoine, d'objets archéologiques. L'incubateur qu'on a ici va vraiment appeler à la participation du visiteur, finalement. Dans le fond, on peut parler d'une œuvre qui va utiliser la médiation pour son fonctionnement. Donc, dans le fond, la médiation, c'est ça, c'est de trouver un terrain d'entente, finalement, entre la vision de l'artiste et le vécu du spectateur. Qu'est-ce que lui connaît. Donc, moi, qu'est-ce que je vais souvent utiliser comme outil de médiation culturelle? Ça va être les lieux communs. Encore là, je vais passer par les objets banals. Qu'est-ce que tout le monde on garde? On garde nos dents, nos cartes de fête, nos souvenirs d'enfance, la vaisselle dorée qu'on reçoit après un mariage. Donc vraiment, par des objets banals, je vais essayer d'aller creuser dans les affects. Pourquoi ces choses-là sont importantes? Qu'est-ce qu'elles disent de nous, de notre vécu, de la manière le sens qu'on donne à la vie finalement, les différentes phases, la vie humaine, l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, la vieillesse. Et aussi par une approche vraiment participative, de pouvoir vraiment toucher aux œuvres, de laisser un témoignage pour la collection de l'incubateur d'objets. Alors, c'est ça, l'incubateur d'objets. Exactement. Physiquement, c'est ça. Puis là, on voit qu'il y a des trous. C'est pour finalement aller fouiller, quoi. Exactement. Puis un incubateur, finalement, c'est un lieu un peu pour proférer des soins tout en gardant l'individu, ou dans ce cas-ci, les objets qui sont à l'intérieur en sécurité. Quand on parle d'un bébé dans un incubateur, un bébé prématuré, par exemple, c'est un lieu qui va reproduire la situation à l'intérieur du ventre de la mère, mais dans laquelle on peut toucher au bébé pour lui proférer des soins, lui donner de l'amour. Un peu la même chose aussi qu'on pense en agriculture, des petits poussins dans un incubateur, ça peut être ça aussi. Donc là, on incube des objets. Exactement. On essaie d'extraire la partie de vie, de témoignages humains qu'il y a dans les objets, finalement. Donc, je comprends que l'incubateur d'objets, c'est une œuvre qui est dynamique dans le sens où elle est appelée à changer continuellement. Parce que dépendant de la personne qui désire y déposer ses souvenirs, ses objets ses objets cultes dans sa vie, donc c'est appelé à changer continuellement. Exactement. Et simplement aussi, là, j'ai mis quelques exemples d'objets, mais lors de l'exposition, il va y avoir une 50aine d'objets dans l'incubateur que les gens vont pouvoir déplacer, manipuler. Donc, la manière que les objets vont être placés aussi vont changer selon le nombre de visiteurs qu'il va y avoir. Certains vont un peu tout mélanger, d'autres vont remettre en ordre.
D'autres, vont pas oser toucher nécessairement, vont voir quelque chose de sacré là-dedans. D'autres vont être vraiment ressentir une envie de toucher les objets. Donc, ça fait un peu partie du jeu de l'incubateur. Donc, c'est tout à fait original comme concept et on a très hâte d'aller voir l'incubateur d'objets de Clémence Richer à la Chapelle des Cuthberts, qui va être en place tout le mois de juin de 2025 dans le cadre des expositions intérieures tenues à la Chapelle. Maintenant, Clémence, tu nous as dit que tu étais une artiste émergente. Tu termines tes études bientôt, tu as déjà quelques projets à ton actif. J'ai vu dans ton curriculum vitae que tu as plusieurs projets que tu as déjà réalisés. C'est quoi tes attentes par rapport au fait d'exposer dans un musée, parce que la Chapelle des Cuthberts, c'est un musée. Alors, d'exposer à la Chapelle des Cuthberts, qui est une chapelle dans ton lieu d'origine, c'est quoi? Est-ce que tu as des attentes particulières? Bien, c'est sûr. J'aimerais ça pouvoir redonner par la culture à la région qui m'a vu grandir, parler des gens, finalement, qui m'ont permis de progresser dans la vie, parler de leurs récits à eux, qui ne sont pas toujours les grands récits de l'histoire, qui sont plutôt des petites histoires, qui sont tout aussi importantes et valables, de mettre en lumière ces récits-là, finalement. Aussi, la Chapelle des Cuthberts, c'est une occasion en or pour professionnaliser sa pratique, obtenir un statut d'artiste professionnel. C'est aussi un lieu qui est vraiment en phase avec ma pratique, qui va toucher au patrimoine, un peu aux questions existentielles, au recueillement, au sacré. Donc, ça permet vraiment de canaliser les messages que je veux envoyer. Donc, c'est un lieu en or pour montrer mon travail. Parfait. Alors, c'est un rendez-vous à la Chapelle des Cuthberts pour l'exposition de Clémence Richer à compter de juin 2025. Merci beaucoup. Merci. Sur ce, allons aux avis de décès. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Au CHSLD Le Château, le 6 mai, à l'âge de 83 ans et 9 mois, est décédée Mme Micheline Chouinard, épouse de feu Réal Martineau, demeurant à Berthierville et autrefois de Saint-Félix-de-Valois et native de la Gaspésie. L'ayant précédé sa fille Linda, elle laisse dans le deuil ses enfants Marc Martineau, José Cuiro, Liette Martineau, Jonathan Soulière, ses petits-enfants Jeannette Michel Brigara, Steve Martineau, Jennifer, Alex Martineau, Roxane Lecourt, Guillaume Martineau, Caroline, Sarah-Rose Soulière, ses arrière-petits-enfants, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs l'ayant précédé, Guy, Gaston, Claudette, Huguette, Françoise et Denise Chouinard, Monique, Nicole et Fernand Martineau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de l'Alzheimer. La famille vous accueillera le 7 juin dès 13h au complexe funéraire Efterio de Berthierville et suivra un hommage à compter de 15h. Madame Chouinard sera inhumée au cimetière Saint-François d'Assise de Montréal à une date ultérieure.
Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 20 mai, à l'âge de 99 ans, est décédée Mme Denise Brissette, fille de feu Edmond Brissette et de feu Marie-Bette Mercure, demeurant à Berthierville. L'ayant précédé ses frères, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Pierre Brissette, Françoise Clément, Françoise Brissette, Charles Laplante, Claire Brissette, Bernard Sylvestre. Elle laisse dans le deuil sa belle-sœur, Claire Bocage, feu Bernard Brissette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 14 juin dès 9h au complexe funéraire Eftério de Berthierville. Suivra un hommage à compter de 11h. Donc, allons maintenant à la météo. Bienvenue dans votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, lundi soir, ce sera généralement ensoleillé. Une température de 17, un temps ressenti de 17. Lundi nuit, ce sera généralement dégagé. Une température de 8, un temps ressenti de 6. Mardi matin, ce sera ensoleillé avec passage nuageux. Une température de 13, un temps ressenti de 12. Mardi après-midi, ce sera ensoleillé avec passage nuageux. Une température de 24, un temps ressenti de 26. Mardi soir, ce sera généralement ensoleillé. Une température de 22, un temps ressenti de 24. Mardi nuit, ce sera des passages nuageux. Une température de 14, un temps ressenti de 13. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Lorsque vous circulez en présence d'une machine agricole, soyez vigilant. Vous devez connaître les principales contraintes liées à la conduite d'un tel véhicule pour mieux comprendre ses manœuvres et adopter une conduite sécuritaire. Partager la route, c'est votre responsabilité. Les machines agricoles circulent généralement à moins de 40 km/h. Soyez patient. Elles sont souvent très larges et longues. Elles occupent parfois un peu plus que la largeur de la voie de circulation et peuvent nuire à la visibilité des autres usagers. La plupart des machines ou leurs équipements ne sont pas équipés de feux de changement de direction. S'ils existent, il faut être attentif à ce qu'ils nous indiquent. Notez qu'il leur est illégal de circuler sur l'accotement. Les machines agricoles sont équipées d'un panneau avertisseur fluorescent en forme de triangle qui indique qu'elles circulent à une vitesse maximum de 40 km/h. Vu la grosseur de ces équipements, le conducteur ne voit pas les autres véhicules circulant derrière lui. C'est pourquoi vous devez être doublement prudent. Gardez toujours une bonne distance entre vous et l'équipement agricole qui vous précède. En restant loin derrière, vous serez en sécurité et aurez ainsi une meilleure vision de la route. Vous pourrez voir à temps les panneaux de signalisation ou même une situation imprévue. Vous pouvez franchir une ligne continue simple ou double pour dépasser une machine agricole seulement si cette dernière est équipée d'un panneau avertisseur fluorescent de circulation lente. Les machines agricoles sont souvent très larges et longues. Les manœuvres de dépassement sont alors plus difficiles à faire. Assurez-vous que la voie est libre sur une distance suffisante avant d'amorcer la manœuvre et de conserver une distance sécuritaire avec la machine agricole avant et après le dépassement. Soyez particulièrement vigilants, car le chauffeur du tracteur pourrait tourner à gauche pour s'engager dans l'entrée d'un champ ou d'une ferme. Surveillez les abords de la route afin de repérer ces indices. Notez bien que si plusieurs véhicules suivent une machine agricole, seule celle en tête de peloton peut la dépasser aux endroits où le dépassement est interdit. Bien partager la route avec les équipements agricoles peut sauver des vies, peut-être même la vôtre.